Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on parle de communication scientifique sur Internet et très bientôt, à partir du 17 mars, où on parlera aussi d'actualité scientifique. Aujourd'hui, on est dans la communication scientifique et particulièrement, je cherche à m'adresser aux plus jeunes d'entre vous, à ceux et celles qui sont en train de définir ce qu'ils vont faire dans la vie. J'ai reçu un mail récemment qui me posait la question suivante. Concrètement, j'arrive dans une période où je dois choisir un avenir, mais impossible de choisir un sujet, un thème, etc. Je fais du théâtre depuis 6 ans, j'aime parler, discuter, interviewer des gens sur tel ou tel sujet. En fait, je voudrais faire comme vous, vulgariser la science. Mais je ne sais pas du tout par quoi commencer, mes parents pensent que ce n'est qu'un rêve, et je suis consciente que les places dans le domaine doivent être chères, et qu'il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Mais j'ai décidé d'essayer, après tout, je ne pense ne rien avoir à perdre. Alors si vous êtes d'accord et que vous êtes encore en train de lire ce mail, j'aimerais beaucoup en savoir davantage sur votre parcours. Avec plaisir. Alors voici ma réponse. J'espère qu'elle t'aidera toi, toutes les personnes qui sont aussi dans ce processus de recherche de quel métier elles vont faire, et peut-être les parents aussi, qui sont un peu démunis face à ce que leurs enfants proposent. Avant de rentrer dans les détails de comment choisir son orientation, je vais peut-être préfacer en expliquant ce que je fais moi. Donc moi, je fais des vidéos sur YouTube depuis plus de 11 ans, notamment en particulier sur la chaîne Syllabus, qui a plus de 500 000 abonnés aujourd'hui, et je vis de cette activité-là. Donc moi, j'ai un cursus académique à la base, c'est-à-dire que j'ai fait un doctorat en génie mécanique, et j'ai décidé, après mon doctorat, de continuer en communication scientifique. Je faisais déjà ma chaîne YouTube pendant mon doctorat et puis j'avais le choix à la fin de mon doctorat de choisir entre continuer la recherche ou aller en communication scientifique et continuer cette chose étrange qu'est Internet. Donc aujourd'hui, mon quotidien, ça consiste à faire des vidéos, ça consiste à parler à une caméra, mais ça consiste surtout à chercher des informations sur Internet en permanence, à les compiler, à les comprendre et à essayer de résumer, de synthétiser tout un propos pour en faire une vidéo attrayante qui soit intéressante à regarder sur YouTube. Donc mon métier, c'est ça, c'est de faire des vidéos sur YouTube. J'ai aussi une activité de formation en communication scientifique pour les chercheurs, les ingénieurs, les gens qui ont une expertise, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui, on parle juste de l'aspect vidéo. Maintenant, revenons au sujet de l'orientation. La période du choix d'orientation, c'est une période qui est assez difficile parce qu'il faut arriver à se projeter dans un métier. Et la réalité des choses, c'est que des fois, le métier que l'on va faire dans 10, 15, 20 ans, c'est un métier qui n'existait peut-être pas au moment de notre orientation. Moi, le métier que je fais aujourd'hui, qui est donc communicatrice scientifique et formatrice en communication scientifique, ça existait, mais pas sur YouTube. Donc, j'aurais jamais pu me projeter dans le fait de faire des vidéos à mon compte sur YouTube aujourd'hui. Donc, je ne sais pas à quel point c'est utile de se projeter dans un métier, mais en tout cas, moi je trouve ça utile de se projeter dans un jeu de compétences, plus que dans un métier en soi. Quelles compétences est-ce que j'ai envie d'appliquer dans 20 ans ? Si on a envie de faire de la communication scientifique, alors on a un petit peu deux volets. On a le volet communication et on a le volet science. À ma connaissance, ça va peut-être changer ou ça a peut-être changé, mais il n'existe pas de cursus qui mène les deux de front à partir du moment où on sort du lycée pour les Français et du secondaire pour les Québécois. Donc on est un peu obligé soit de choisir la communication, soit de choisir la science. Par contre, après quelques années, là vous pourrez faire des formations complémentaires en journalisme scientifique, en communication scientifique. Ça existe à un niveau de bac plus 4, bac plus 5 en France et au niveau maîtrise pour le Québec de ce que je sais. Donc là, vous devez choisir, est-ce que vous commencez par des études de com ou est-ce que vous commencez par des études en sciences? Et peu importe ce que vous choisissez, si vous faites de la communication scientifique, vous aurez toujours un pan qui vous manquera. Donc ce pan-là, soit vous allez le remplir avec une formation complémentaire, soit vous allez le remplir en autodidacte. Personnellement, j'ai choisi de faire de la science et de remplir le côté communication en autodidacte. Le fait d'avoir choisi de le faire en autodidacte, ça marche plutôt bien parce que je suis ma propre boss, je travaille pour moi et pour moi-même. Peut-être que ça aurait été plus compliqué si j'avais été dans une institution. Et aussi parce que je suis au Québec, en Amérique du Nord, où c'est beaucoup plus accepté d'avoir des compétences sans avoir un diplôme qui est associé, alors qu'en France, on reste encore très attaché à la formation académique, à la formation qu'on apprend à l'université, au fameux diplôme. Donc c'est à voir un petit peu en fonction de où est-ce que vous allez évoluer. Si vous choisissez d'aller en sciences en premier, avant de vous spécialiser dans la communication scientifique, il faudra que vous choisissiez un petit peu dans quelle science vous allez. Il n'y a pas vraiment de programme très généraliste. Il y a des écoles d'ingénieurs généralistes, mais c'est pas si généraliste que ça reste quand même des études d'ingénieur. Donc quoi qu'il arrive, il faudra que vous choisissiez. Est-ce que vous allez en bio, est-ce que vous allez en physique, est-ce que vous allez en chimie, est-ce que vous allez en sciences humaines et sociales, est-ce que vous allez, etc. etc. Donc vous aurez besoin d'avoir
quand même une certaine spécialité dans la science que vous choisissez. Et c'est pas forcément un mal parce que ça vous donne un jeu de connaissances qui va être particulier et qui vous est propre. Quoi qu'il en soit, peu importe la science que vous choisissez, vous allez apprendre des fondamentaux qui sont communs à toutes les sciences et qui sont absolument indispensables pour faire la communication scientifique par après. Par exemple, vous allez apprendre comment est-ce que la science fonctionne, comment est-ce qu'on juge de la qualité d'une information. Vous allez avoir un esprit critique aussi parce que vous comprenez les fondamentaux de la science, donc vous pourrez dire ça m'a l'air vrai ou ça m'a pas l'air vrai. J'espère que vous saurez lire les sources primaires, mais il faut quand même aller loin en sciences pour savoir lire les sources primaires. Je vous avoue qu'avec une licence ou un baccalauréat pour les Québécois, c'est un peu limite, on n'apprend pas à lire les sources primaires. Donc il faut vraiment aller loin en sciences pour savoir lire les sources primaires, à mon sens. Et évidemment, une compétence non négligeable, c'est d'arriver à comprendre les chercheurs quand ils parlent de leur expertise. Et ça, si on n'a pas de connaissances en sciences, c'est toujours un peu plus difficile que si on en a déjà, évidemment. Si au contraire vous choisissez d'aller dans la communication avant de vous spécialiser en communication scientifique, là je m'y connais un petit peu moins parce que c'est pas le cursus que j'ai choisi, mais je pense que dans ce cursus vous allez apprendre comment traduire un message complexe en un message plus simple, comment le rendre attrayant, avoir une écriture fluide et accrocheuse, savoir diffuser un message sur les réseaux, prendre du recul, mener des interviews, etc., etc. En fait, si vous avez du mal à choisir dans quelle branche vous souhaitez aller, moi, ma réflexion, elle est assez simple, c'est que si aujourd'hui j'ai arrêté de faire la communication scientifique, j'essaierai de retourner en sciences pure, à faire de la recherche, et non pas en communication. Donc pour moi, c'est assez clair que c'est la science qui domine dans ma volonté de faire de la communication scientifique, et la communication est un deuxième. Donc essayez de vous projeter, si jamais ça ne fonctionne pas de travailler en communication scientifique, avec quel jeu de compétences, communication ou science, est-ce que vous souhaiteriez travailler? Si on a eu une formation en communication, j'imagine qu'on peut travailler en tant que journaliste, on peut travailler dans des institutions de n'importe lesquelles pour être community manager, pour faire la communication de l'entreprise ou de l'institut. On peut faire de la gestion d'événements aussi. Je pense qu'on peut aller en politique selon la formation qu'on a eue. Et sans doute beaucoup d'autres choses, des métiers de communication que je connais donc, comme vous le voyez, beaucoup moins. Et si vous avez une formation scientifique, ben là, ça va dépendre de ce que vous avez suivi comme formation. Si vous avez eu un cursus d'ingénieur, ben vous allez pouvoir travailler en ingénierie. Si vous avez eu un cursus en recherche, vous allez pouvoir travailler en recherche. Ça dépend aussi de où est-ce que vous vous êtes arrêté dans votre cursus de sciences. Donc là, on a parlé de la science, on a parlé de la communication. C'est un petit peu le fond de ce que je fais au quotidien, à savoir parler de science. Mais il y a aussi toute une réalité, parce qu'en réalité, dans mon quotidien, je fais beaucoup d'autres choses. Il y a de la gestion des contrats, il y a des mails à envoyer à des chercheurs, il y a des interviews, il y a de la gestion d'entreprise, etc., etc. Donc il faut aussi avoir conscience de ce que ça veut dire de faire de la communication scientifique. La communication scientifique, si on fait la même chose que moi, à savoir sur YouTube, ça veut souvent dire de travailler en indépendant. Et si on est indépendant, ça veut dire qu'il va falloir se former en comptabilité, en fiscalité, en droit des entreprises, en blablabla, bla bla, tout ça, toutes ces choses-là, qui occupent beaucoup trop de notre temps à tous, je le pense. Mais le plus dur, selon moi, dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est la solitude, parce que je travaille seule, ou la plupart du temps seule en tout cas, et c'est ce qui est le plus dur à gérer. Alors certains youtubeurs s'en sortent beaucoup mieux que moi et arrivent à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir monter des équipes et ne plus être seul. Mais ça vient avec tout un jeu de nouvelles compétences à acquérir comme la gestion des équipes, embaucher des gens, virer des gens, gérer les salaires, gérer les vacances, gérer les congés maladie, gérer etc. etc. Donc à chaque statut, on va dire, il y a un jeu de compétences spécifiques qui est obligatoire à apprendre, mais que vous aurez un peu dans toutes les situations. Donc si vous faites comme moi et que vous êtes en indépendant, ben, vous aurez tel jeu de compétences. Si vous montez une équipe, tel jeu de compétences. Et sinon, si vous êtes employé pour un musée ou pour une institution, pour un gouvernement, que sais-je, eh bien là, ça va être vous, votre rôle d'employé, de comprendre un petit peu comment est-ce que votre institution fonctionne, comment négocier votre salaire, comment travailler en équipe, comment gérer votre hiérarchie, etc. etc. Donc, il y a toujours le cœur du métier, ce pourquoi on choisit le métier, mais évidemment, il y a les à côté qu'il faut gérer. Quand on est indépendant, quand on a sa propre boîte, ça veut aussi dire que c'est nous les responsables d'aller chercher de l'argent et de remplir les caisses. C'est pas quelque chose qui est extrêmement facile à gérer, il y a des gens qui le gèrent beaucoup mieux que d'autres évidemment,
Mais c'est sûr que tout repose sur nos épaules quand on est en indépendant ou qu'on a sa propre boîte. Quand on est employé, on n'a pas ce souci-là. Autre point que j'allais oublier, mais évidemment, selon le format, ici on est en format vidéo, il y a des compétences à développer qui sont liées au format. Par exemple, apprendre à parler à une caméra, apprendre à lire un prompteur, là j'en ai pas. Être capable de mémoriser son texte, être capable d'improviser, être capable de gérer les paramètres de sa caméra, faire du montage vidéo, faire de l'étalonnage, gérer le son, etc., etc., etc. Et si vous êtes sur un médium audio, à savoir que vous faites des podcasts, même chose, vous avez toute la partie technique du podcast qui est à gérer. Si vous faites des animations dans un musée, il y a toute la partie animation, etc., etc. Donc, il y a les 2 jeux de compétences dont je parlais, mais il y a évidemment des compétences additionnelles à tout ça qui vont être spécifiques à votre métier. Allez voir les commentaires avant de quitter cette vidéo parce que je suis sûre qu'avec ce que je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont venues ajouter des choses hyper intéressantes en commentaire. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous devriez choisir comme orientation si vous voulez faire la même chose que moi? Eh bien, soit vous allez en sciences, soit vous allez en communication. Et c'est à vous de voir lequel des deux vous tente le plus. Moi, j'ai une petite, grosse, immense préférence pour la science. J'ai l'impression que la communication, ça s'apprend mieux en autodidacte. Mais je suis sûre que quelqu'un en com vous dira l'inverse. Et je voudrais rajouter un petit point parce que c'est une élève de lycée qui m'a envoyé cette question, mais je suis sûre qu'il y a des parents parmi vous. Et dans les parents, la première question, ça va être « Ok, mais est-ce qu'on en vit ?» Alors oui, on peut en vivre. Moi-même, j'en vis depuis 5 ans maintenant, 6 ans. Avant, j'étais étudiante au doctorat, donc j'avais pas besoin d'en vivre. Et donc on peut en vivre, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir à en vivre. Donc oui, il y a un enjeu à est-ce qu'on va être capable de vivre de cette activité-là. Quand j'ai commencé moi sur YouTube, ça n'existait pas vraiment des youtubeurs qui vivent de leur activité parce que le marché n'était pas prêt, il n'y avait pas encore d'argent là-dedans. Et puis petit à petit, je suis arrivée au bon moment qui a permis que là oui, je pouvais en vivre. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ce sera plus trop possible parce qu'il y aura trop de monde, ou alors ce sera hyper facile, je sais pas. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop prédire à quel point ce sera facile d'accéder à ce métier. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai conseillé dans cette vidéo de regarder le jeu de compétences qu'on veut développer plus que le métier qu'on veut atteindre. Le métier est un idéal, mais le jeu de compétences, c'est vraiment ça, le cœur de notre métier. Et quand on a des compétences, eh bien après, on peut les déplacer vers un autre métier si jamais ça ne marche pas sur YouTube, si jamais ça ne marche pas en communication scientifique. Si aujourd'hui j'avais mon enfant qui me disait qu'il voulait être youtubeur ou youtubeuse, je pense que je lui demanderais d'abord « Ok, mais youtubeur ou youtubeuse de quoi? Quelle est la valeur ajoutée que tu veux amener dans les vidéos ?» Eh bien, cette valeur ajoutée-là, développe-la. Et si ça ne marche pas dans la vidéo, tu pourras probablement la transférer ailleurs. Et entre le monde des communications et le monde des sciences, si on doit transférer de la communication scientifique au monde de la science ou au monde de la communication, il y a de l'emploi. Donc si quelqu'un veut faire de la vulgarisation scientifique, j'ai pas trop peur, parce que même si ça marche pas de faire des vidéos sur YouTube, les compétences développées devraient fonctionner dans un autre métier. J'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais vous n'avez jamais vu mes vidéos sur YouTube, allez voir la chaîne Syllabus. Si vous êtes ingénieur ou chercheur, chercheuse et que vous avez besoin de conseils en communication scientifique, je donne des formations, vous avez le lien en description. Et n'hésitez pas à commenter, à ajouter des arguments à cette vidéo pour les jeunes aujourd'hui qui essaient de devenir youtubeurs scientifiques. Parce que c'est sûr que j'ai pas tout dit. Nous, on se retrouve le 17 mars, ici sur cette chaîne, où je serai accompagnée par Thomas Milan, et on va parler des dernières actualités scientifiques du mois. J'espère que vous serez là, ce sera en live, et ce sera diffusé en replay aussi par après. Je vous dis à la prochaine.